Le 23 septembre 1940, au camp Ollaird, dans le Maryland, le prototype américain Bansom BRC, conçu par Karl Probst en seulement 5 jours, restait immobile dans la cour d'essai de l'armée, malgré des performances parfaites lors des premiers essais. Le problème ne venait pas du véhicule lui-même. Ce roadster à empattement de 65 pouces avait surpassé toutes les spécifications de performance exigées par l'armée. Il gravissait des pentes à 60%, franchissait des eaux de 45-50 mètres de profondeur et pesait seulement 834 kg, bien que l'objectif de l'armée fût fixé à 575 kg, ce qui était impossible. Le problème résidait dans l'impossibilité pour Bantam d'obtenir les pièces nécessaires pour produire davantage de véhicules. Plus précisément, les joints à vitesse constante, ces connecteurs spécialisés permettant aux roues, avant de diriger et de propulser simultanément sans vibration. Les joints universels classiques, utilisés depuis des décennies dans les véhicules à propulsion arrière, causaient de violentes secousses dans le volant lorsque les roues avant tournaient en conduisant. Les véhicules à traction avant nécessitaient absolument des joints à vitesse constante. Or, le seul fournisseur américain, Spicer Manufacturing, informa l'armée qu'il ne commencerait la production de ces joints qu'après avoir reçu une commande d'au moins 1500 véhicules. La petite entreprise Bantam, qui avait reçu un contrat pour seulement 70 prototypes, ne pouvait pas atteindre ce seuil. Le corps du matériel se retrouva alors dans une impasse. Ils avaient trouvé le véhicule de reconnaissance parfait, mais la technologie pour le produire en masse n'existait pas aux États-Unis. La solution viendrait d'une source inattendue, la société Bendix, mieux connue pour ses freins et carburateurs, qui allait adapter un joint à vitesse constante conçu par les Allemands, utilisant 5 billes d'acier pour transmettre la puissance de manière fluide, même dans les virages. Voici l'histoire documentée de la façon dont l'industrie américaine, confrontée à un vide technologique en 1940, créa les joints spécialisés qui rendirent la transmission intégrale pratique, non seulement pour sauver le Jeep, mais aussi pour lancer toute une catégorie de véhicules qui dominent aujourd'hui les routes. Pour comprendre pourquoi les joints à vitesse constante étaient essentiels, il faut d'abord comprendre ce qui se passe lorsqu'un arbre doit à la fois tourner et changer d'angle simultanément. Dans un véhicule à propulsion arrière, l'arbre de transmission relie la boîte de vitesse à l'essieu arrière de manière droite ou presque droite. Un simple joint universel. Cardon, également appelé joint Spicer, du nom de Clarence Spicer, qu'il a breveté en 1904, fonctionne parfaitement. 2 embouts sont reliés par une pièce en forme de croix qui tourne dans 4 roulements à aiguille. Cependant, les joints Cardon ont un problème fondamental. Ils ne sont pas à vitesse constante. Lorsque l'arbre moteur et l'arbre entraîné sont à un angle, l'arbre de sortie accélère et ralentit 2 fois par révolution. À de petits angles de 5 à 10 degrés, cette pulsation est à peine perceptible. Mais à des angles plus grands, de plus de 30 degrés, la vibration devient sévère. Pour les essieux arrière, cela n'a pas d'importance, car l'axe ne change pas d'angle pendant son fonctionnement. Mais les roues avant doivent diriger, créant des angles variables en permanence entre l'arbre de transmission et le moyeu de la roue. Si l'on utilise des joints universels classiques sur des roues avant entraînées, la pulsation provoque de violentes vibrations dans le volant, rendant le véhicule presque incontrôlable. L'ingénieur français Pierre Fay avait résolu ce problème dans les années 1920 avec son joint pour tracteur, utilisé dans les premiers modèles de voitures de billes, sport à traction avant tracta. L'ingénieur allemand Alfred Rzepa inventa une autre solution en 1926. Un joint à billes et cage utilisé dans les voitures à traction avant des cadeaux à partir de 1929. Mais en 1940, les fabricants américains avaient pratiquement aucune expérience de ces technologies. La traction avant était exotique, utilisée principalement dans les voitures sport européennes et les véhicules expérimentaux. L'industrie américaine allait devoir apprendre vite. Le 6 juin 1940, le lieutenant-colonel William Lee de l'infanterie américaine et Harry Payne, le lobbyiste de Bantam à Washington, se rencontrèrent pour définir les spécifications d'un véhicule de reconnaissance léger. Lee avait observé les véhicules allemands type Kübelwagen en action lors de la bataille de France et voulait des équivalents américains immédiatement. Les spécifications qu'ils élaborèrent étaient strictes. Poids maximum de 575 mal, empattement de 200-300 cm ou moins, moteur d'au moins 40 chevaux, garde au sol de 16 cm,
transmission intégrale avec boîte de transfert à 2 vitesses, profondeur de franchissement de 45 cm minimum, charge utile de 200 liglach, conducteur plus 3 passagers et équipement. Le 11 juillet 1940, le corps du matériel envoya des invitations à 134 fabricants pour soumettre des offres pour 70 véhicules prototypes, avec un délai de 49 jours pour la livraison d'un prototype fonctionnel. 3 entreprises répondirent more sérieusement, la société Bantam de Butler, en Pennsylvanie, Willys Overland Motors de Toledo, dans l'Ohio, et Ford Motor Company de Dearborn dans le Michigan. Bantam, malgré sa petite taille et ses problèmes financiers, obtint le premier contrat le 17 juillet 1940. Le concepteur Karl Probst travailla sans relâche, achevant les dessins techniques en seulement 5 jours, un exploit jugé impossible selon les normes de l'industrie automobile. Le Bansom BRC sortit le 21 septembre 1940 et impressionna immédiatement les testeurs. Mais la petite taille de Bantam et ses finances fragiles suscitèrent des doutes dans l'armée concernant sa capacité de production. Plus critique encore, il y avait le problème des joints à vitesse constante. Spicer Manufacturing, basé à Toledo, Ohio, était le principal fabricant de joints universels aux États-Unis. Fondée par Clarence Spicer en 1904, l'entreprise avait été pionnière dans la technologie des transmissions automobiles. En 1940, Spicer produisait des millions de joints universels Cardan pour véhicules à propulsion arrière. Mais l'entreprise n'avait qu'une expérience limitée avec les joints à vitesse constante, ces roulements sophistiqués nécessaires pour la traction avant. Lorsque Bantam demanda à Spicer de fournir ces joints, la réponse fut directe. Nous avons besoin de commandes minimum de 1500 unités pour justifier les coûts d'outillage pour la production de joints à vitesse constante. Le contrat de 70 prototypes de Bantam était bien loin de ce seuil. Face à cette impasse, l'armée invita Willys et Ford à développer leurs propres prototypes, promettant de gros contrats de production aux vainqueurs, garantissant ainsi un volume suffisant pour attirer les fournisseurs. Le quad de Willys apparut le 13 novembre 1940, pesant 1112 kg. Il était presque 140 kg au-dessus du poids limite, mais son moteur de 60 chevaux surpassait celui des concurrents. Le Ford Pygmy, futur modèle GP pour le gouvernement avec un empattement de 80 pouces, fut présenté le 23 novembre 1940. Plus léger que celui de Willys avec 975 kg, il utilisait le moteur dérivé d'un tracteur Ford. Les 3 véhicules faisaient de face au même problème. Les États-Unis n'avaient pas de capacité de production nationale pour les joints à vitesse constante. Spicer pouvait fournir des quantités limitées pour les tests, mais ne pouvait pas passer à l'échelle nécessaire pour répondre aux besoins de milliers de véhicules par mois prévus par l'armée. La solution passait par le développement de versions américaines des conceptions européennes de joints à vitesse constante, et ce, rapidement. Alors que l'armée commençait à normaliser la conception du Jeep, combinant les meilleures caractéristiques des 3 prototypes, et se préparait à la production en série, 3 technologies différentes de joints à vitesse constante entraient en concurrence. Premièrement, le joint Rebsa, choisi par Ford. Alfred H. Rebsa, un ingénieur germano-américain travaillant pour la division des joints universels de Mechanics, plus tard Rockwell Standard, avait breveté son design de joints à billes et cages aux États-Unis dans les années 1920. Le joint Rebsa utilisait 6 billes d'acier maintenues dans une cage entre des courses internes et externes, similaires à un roulement à billes. Les billes roulaient dans des rainures courbes usinées dans les 2 courses. Lorsque le joint était articulé, la cage maintenait les billes dans le plan homocinétique, le plan géométrique qui divise l'angle entre les arbres d'entrée et de sortie. Cela garantissait une vitesse constante sans variation de la vitesse, quel que soit l'angle du joint. Ford, avec ses vastes ressources d'ingénierie et sa relation existante avec Rockwell, adopta les joints Rebsa pour les Jeeps de type Ford GP et GPW. Le Rebsa était mécaniquement élégant mais coûteux à fabriquer, nécessitant un usinage de précision des courses sphériques et des composants soigneusement assortis. Deuxièmement, le joint Tracta, utilisé de manière occasionnelle. Le joint Tracta, conçu par Pierre Fenel dans les années 1920, reposait sur un principe différent. Il comportait 2 pièces semi-sphériques glissantes, une mâle et une femelle, qui s'emboîtaient dans une connexion flottante. Chaque embout engageait des rainures circulaires sur des membres intermédiaires, couplés par des joints à rainures et languettes. Lorsque les angles changeaient, les membres intermédiaires accéléraient et décéléraient, mais le design maintenait une vitesse moyenne constante.
Ce joint était largement utilisé dans les véhicules militaires français comme les Laugafle et Panhard, ainsi que dans les voitures de reconnaissance britanniques Alvis et Daimler. Certains des premiers Jeeps américains utilisaient probablement ces joints Tracta, sourcés auprès de fournisseurs britanniques ou français sous des accords de pré-bail, mais ils n'étaient pas adaptés à une production de grande envergure aux États-Unis. La conception était régie par des brevets français et les techniques de fabrication n'étaient pas entièrement comprises par l'industrie américaine. Troisièmement, le joint Bendix Weiss, la solution de Willys. La société Bendix Aviation, principalement connue pour ses freins, carburateurs et composants aéronautiques, entra dans la fabrication de joints à vitesse constante grâce à l'acquisition des droits sur le joint Weiss, une autre conception allemande. Le joint Bendix Weiss utilisait 5 billes d'acier, dont 4 billes extérieures transmettèrent le couple, plus une bille centrale qui verrouillait les billes extérieures en position et maintenait la géométrie correcte. Contrairement au design avec cage de Rebsa, les billes de Bendix Weiss étaient ajustées serrées entre les deux moitiés de l'embout, sans cage séparée. La bille centrale tournait sur une broche insérée dans la course externe. Lorsque les arbres étaient alignés à 180 degrés, les billes se trouvaient dans un plan perpendiculaire aux arbres. Lorsque l'arbre entraîné se déplaçait, créant un angle, les billes se déplaçaient de la moitié de la distance angulaire, maintenant automatiquement le plan homocinétique par pure géométrie. Par exemple, si l'arbre entraîné se déplaçait de 20 degrés, réduisant l'angle de l'arbre à 160 degrés, les billes se déplaçaient de 10 degrés. L'angle entre l'arbre moteur et le plan des billes restait à 90 degrés moins la moitié de l'angle de l'arbre, garantissant une vitesse constante. Willys Overland, produisant la majorité des Jeeps militaires, désignés MB, adopta les joints Bendix Weiss comme norme. Le design était robuste, relativement simple à fabriquer et ne nécessitait pas l'usinage de précision des joints Rebsa. Entre 1941 et 1945, l'industrie américaine produisit environ 640 000 Jeeps militaires, dont environ 360 000 unités de Willys MB et 280 000 de Ford GPW. Chaque véhicule nécessitait 2 joints à vitesse constante, un pour chaque roue avant. Cela signifiait que les fabricants américains devaient en produire environ 1,3 million de joints à vitesse constante pendant la guerre, un nombre supérieur à la production mondiale totale avant-guerre. La société Bendix devint le principal fournisseur pour les Willys MB. Leur usine de Toledo se développa rapidement en 1941-1942, produisant des joints Bendix Weiss par dizaines de milliers chaque mois. Le processus de fabrication comprenait plusieurs étapes. Forgeage des embouts. Les emboutes des arbres d'entrée et de sortie étaient forgés à chaud en acier à haute teneur en carbone, puis usinés avec précision aux dimensions requises. Ensuite, les rainures ou courses qui guidèrent les billes devaient être meulées avec une grande précision, tant en termes de rayons que de finition de surface. La moindre imperfection risquait de provoquer des blocages ou une usure prématurée. La production des billes électriques était une autre étape critique. Les 5 billes d'acier, 4 extérieures et une centrale étaient fabriquées avec des tolérances très strictes, généralement avec une variation de diamètre inférieure à 0,01 pouce. Elles étaient ensuite durcies par traitement thermique et usinées avec précision. La fabrication des broches était tout aussi importante. La broche de fixation qui maintenait la bille centrale en place nécessitait un positionnement précis et un traitement thermique particulier. Puis, l'assemblage des composants était effectué à l'aide de graisses lubrifiantes spécifiques avant d'être scellés avec des soufflets en caoutchouc pour éviter toute contamination. Enfin, un contrôle qualité rigoureux était appliqué. Chaque joint était soumis à une rotation complète pour vérifier son bon fonctionnement et l'absence de blocage. Les unités défectueuses en queue étaient soit éliminées, soit retravaillées. Les taux de production étaient impressionnants. En 1943, l'usine Bendix de Toledo produisait des joints à une cadence dépassant les 30 000 par mois. En un mois, cette production aurait suffi à satisfaire la demande mondiale d'avant-guerre pendant plusieurs années. Les joints à vitesse constante ont affronté leur premier grand test en Afrique du Nord lors de l'opération Torch en novembre 1942. Le sergent Mike Daly, un technicien de maintenance de la première division blindée, se souvient des conditions difficiles. Le sable s'infiltrait partout. Nous démontions les soufflets des joints chaque semaine pour les regresser. Les joints Bendix ont tenu mieux que prévu.
Le design à 5 billes était suffisamment simple pour qu'ils continuent à fonctionner même lorsqu'ils étaient contaminés. Nous avons eu plus de problèmes avec les roulements de roues qu'avec les joints à vitesse constante. Les soufflets en caoutchouc, protégeant les joints de la saleté et retenant la graisse lubrifiante, étaient les points vulnérables. Les déchirures dans les soufflets permettaient au sable d'infiltrer, causant une usure rapide. Mais même les joints Bendix Weiss contaminés continuaient souvent à fonctionner. Les billes ajustées et la géométrie simple permettaient aux joints de tolérer une certaine quantité de débris sans défaillance totale. Dans les opérations en Europe, en 1944 et 1945, les Jeeps affrontaient d'autres défis: boue profonde, neige et froid extrême. Le caporal James McCarthy, de la 1001e division aéroportée, a décrit la performance des joints à Bastogne, en décembre 1944. Les températures sont tombées à l'heure 29 degrés 100, tout a gelé, les batteries sont mortes, l'huile s'est épaissie, les systèmes hydrauliques se sont bloqués, mais les Jeeps ont continué à avancer. Les joints à vitesse constante, graissés avec de l'huile pourtant froid, ont bien fonctionné, même lorsque les soufflets se sont fissurés à cause du froid. Nous réchauffions les moteurs avec des feux sous les véhicules, changions l'huile et continuions d'avancer. La robustesse des joints à vitesse constante venait en grande partie de leur simplicité de conception. Contrairement aux joints complexes à billes et cages comme ceux de Rebsa, qui comportaient de nombreuses pièces ajustées avec précision, les joints Bendix Weiss n'avaient que 7 composants: 2 embouts, 4 billes, une bille centrale et une broche. Moins de pièces signifiait moins de modes de défaillance. Les joints ont été soumis à leur épreuve la plus extrême lors des débarquements amphibies dans le Pacifique, où les Jeeps devaient fonctionner immergés dans l'eau salée. Lors de la campagne des Philippines de 1944-1945, les Jeeps traversaient régulièrement des eaux peu profondes pendant les débarquements sur les plages. L'eau salée est dévastatrice pour les roulements en acier. Elle pénètre les joints, corrode les métaux et détruit les lubrifiants. Le sergent-chef Robert Chen de la 96e division d'infanterie se souvient de l'entretien des joints après le débarquement de Leyte, en octobre 1944. Nous avons traversé des eaux jusqu'à la taille pour débarquer. La première chose à faire après l'atterrissage, c'était de vider et regraisser chaque joint à vitesse constante, chaque roulement de roue et chaque différentiel. Les soufflets étaient nés pleins d'eau salée mélangée à de la graisse, une boue brune dégoûtante. Nous nettoyions tout, regarnissions avec de la graisse fraîche et remplacions les soufflets déchirés. Les joints Bendix, une fois regarnis, fonctionnaient parfaitement, mais si on ne les entretenait pas après une exposition à l'eau salée, ils se grippaient en quelques jours. La rouille bloquait les billes dans les embouts. L'expérience dans le Pacifique a entraîné des améliorations dans la conception des soufflets et des systèmes d'étanchéité. En 1944, de nouveaux composés de caoutchouc et des attaches renforcées des soufflets ont amélioré la résistance à l'eau salée. Mais aucun joint n'est parfait. Un entretien régulier restait essentiel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Willys Overland reconnut le potentiel commercial de son Jeep militaire. Le CJ2A, la version civile du Jeep 2A, fut lancé en 1945, devenant le premier véhicule à traction intégrale produit en série pour le grand public. Le CJ2A conservait de nombreux composants militaires MB, y compris les joints à vitesse constante Bendix Weiss dans le train avant. Cela rendait le Jeep civil plus cher par rapport aux véhicules conventionnels, car les joints à vitesse constante coûtaient plus cher que les joints universels simples, mais ils offraient des capacités qu'aucun autre véhicule civil n'offrait. Les agriculteurs, éleveurs, entreprises de construction et amateurs de plein air achetèrent des CJ par milliers. Ces véhicules établirent la traction intégrale comme une solution pratique pour un usage civil et pas seulement militaire. Mais la révolution des joints à vitesse constante allait bien au-delà des Jeeps. Land Rover lança son modèle en 1948 en Grande-Bretagne, reprenant le concept du Jeep, y compris les joints à vitesse constante et les axes avant. Le Toyota Land Cruiser de 1951 adopta également la traction avant avec joints à vitesse constante, s'inspirant des Jeeps alliés observés lors de l'occupation du Japon après la guerre. Dans les années 1960, les véhicules de loisirs à traction intégrale comme l'International Scout 1961, le Ford Bronco 1966 et le Chevrolet Blazer 1969 utilisaient tous des joints à vitesse constante, rendant la traction intégrale grand public.
L'explosion des SUV, véhicules utilitaires sport, dans les années 1980 et 1990, fut rendue possible grâce à la technologie des joints à vitesse constante lancée pour le Jeep. Chaque SUV moderne, chaque pick-up avec traction intégrale ou voiture à traction intégrale utilise des joints à vitesse constante. Des milliards de ces joints sont fabriqués chaque année, descendant direct du design Bendix-Weiss. Alors que les joints Bendix-Weiss dominaient la production des Jeeps, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie automobile d'après-guerre s'orienta progressivement vers les joints à billes et cages de type Rebsa pour la plupart des applications. Bien que le design à 6 billes Rebsa ait été plus coûteux à fabriquer au départ, il offrait des avantages à mesure que la technologie de fabrication s'améliorait. Il permettait des angles d'articulation plus grands, les joints Rebsa pouvant fonctionner à des angles dépassant les 45 degrés, tandis que les joints Bendix-Weiss étaient limités à environ 37 degrés. De plus, le fonctionnement était plus fluide. La cage à billes maintenait la géométrie parfaite même avec l'usure, alors que le design Bendix-Weiss pouvait développer de légères irrégularités. Les joints Rebsa étaient aussi mieux adaptés à la suspension indépendante, qui se généralisait dans les véhicules d'après-guerre et nécessitait des joints avec une plus grande amplitude de mouvement. Dès les années 1970, pratiquement tous les joints à vitesse constante utilisés dans l'industrie automobile étaient de type Rebsa ou une version similaire à billes et cages. Cependant, le concept Bendix-Weiss survécut dans des applications spécialisées nécessitant une extrême durabilité plutôt que de la précision, comme dans les équipements industriels, les véhicules miniers et militaires. Le principe fondamental utilisant des billes roulantes pour transmettre le couple à travers des angles variables est resté inchangé depuis 1940. Les joints modernes à vitesse constante descendent directement du programme d'urgence de guerre qui a rendu possible le Jeep. Contrairement aux célèbres inventeurs de la guerre, tels que Karl Nordam, l'inventeur du viseur de bombe, ou Merurel Tube, l'inventeur des fusées de proximité, les ingénieurs qui ont adapté la technologie des joints à vitesse constante pour la production de masse restent largement anonymes. Les archives de la BAM de la Bendix Aviation Corporation ne conservent pas de compte rendu détaillé sur la conception des processus de fabrication des joints Bendix-Weiss. Les histoires de l'entreprise mentionnent la production de joints à vitesse constante, mais se concentrent sur des produits plus emblématiques comme les carburateurs d'avions, les systèmes de freinage et les équipements radio. De même, Spicer Manufacturing a progressivement augmenté sa production de joints à vitesse constante, mais n'a jamais mis en avant les ingénieurs qui ont permis cette avancée. Les archives d'entreprise étaient dispersées suite à des fusions et des acquisitions. Karl Probst, le concepteur qui créa le prototype Bantam en 5 jours, est quelque peu connu parmi les passionnés de Jeep. Mais les spécialistes de la chaîne d'approvisionnement qui ont résolu la pénurie de joints à vitesse constante sont restés oubliés. Cela reflète un phénomène historique plus large. Les innovations spectaculaires, comme le Jeep lui-même, sont souvent retenues en mémoire, tandis que les technologies qui ont permis leur existence, comme les joints à vitesse constante, tombent dans l'oubli. Pourtant, sans ces joints, le Jeep aurait été impossible. Et sans le Jeep, la logistique militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale aurait été fondamentalement différente et beaucoup moins efficace. En juin 1940, lorsque l'armée américaine demanda un véhicule léger à transmission intégrale pour la reconnaissance, l'industrie américaine se retrouva face à un vide technologique. Personne ne fabriquait de joints à vitesse constante en grande quantité. En Europe, les voitures à traction avant utilisaient des joints à vitesse constante depuis les années 1920, mais les fabricants américains avaient ignoré cette technologie. Lorsque la guerre l'exigea, l'industrie dut apprendre rapidement en acquérant les conceptions allemandes de Zepa, Bendix, Weiss, ainsi que les conceptions françaises de Tracta, et en adaptant la production, passant de centaines à des centaines de milliers d'unités. Le défi n'était pas l'invention. Les joints à vitesse constante existaient déjà. Le défi était de produire à une échelle de guerre, avec l'urgence de la guerre. La société Bendix, plus connue pour ses freins et ses carburateurs, devint le principal fournisseur de joints à vitesse constante pour les 360 000 Jeeps Willys MB. Ford, utilisant les joints Zepa, équipa 290 000 Jeeps GPW. Ensemble, ils produisirent plus d'1 million de joints à vitesse constante en 4 ans, soit plus que la production mondiale cumulée des 2 décennies précédentes. Ces joints ont rendu le Jeep possible. Le Jeep a permis la guerre mobile, la reconnaissance, la communication,
le commandement et l'approvisionnement. Les commandants alliés d'Eisenhower à Montgomery ont crédité le Jeep comme un facteur déterminant dans la victoire. Après-guerre, les joints à vitesse constante ont silencieusement lancé toute une catégorie de véhicules. Les Jeeps civils, les Land Rover, les Land Cruiser, puis les Scouts, les Broncos, les Blazers, et enfin les SUV, les crossovers, les voitures à traction intégrale. Le paysage automobile actuel, dominé par des véhicules à traction avant, découle directement de la technologie des joints à vitesse constante des années 1940. Chaque fois que vous voyez un SUV franchir une intersection enneigée, rappelez-vous que cette capacité trouve ses origines dans un programme d'urgence de 1940, lorsque l'industrie américaine a appris à fabriquer des joints à billes et embouts qui transmettaient une puissance fluide à travers des angles variables. Le Jeep avait besoin de joints à vitesse constante. L'industrie a répondu en quantité suffisante pour transformer non seulement la logistique militaire, mais aussi le transport civil après-guerre à l'échelle mondiale. 5 billes d'acier, usinées avec précision et assemblées à Toledo, Ohio, ont permis la création du véhicule qui a gagné la guerre et lancé une industrie. Voilà la puissance de composants mécaniques apparemment mineurs. Résoudre un problème de manière adéquate et les applications se multiplient au-delà de toute imagination. Les États-Unis ne disposèrent pas de joints à vitesse constante en 1940. En 1945, les usines américaines avaient produit plus de joints à vitesse constante que le reste du monde n'en avait fabriqué pendant toute la période d'avant-guerre. Le joint Bendix Weiss, avec sa géométrie élégante à 5 billes, a peut-être été supplanté par des conceptions plus sophistiquées, mais son héritage persiste chaque fois qu'un véhicule à transmission intégrale tourne tout en accélérant, transmettant une puissance fluide à travers des billes roulantes qui maintiennent automatiquement une vitesse constante. Le joint qui a sauvé le Jeep est devenu celui qui a changé les transports pour toujours.